Alexandrie d'Égypte, jadis plus riche, plus prestigieuse, plus artiste que Rome. Si prestigieuse que nombre de peuples du Moyen-Orient et d'Asie centrale revendiquent jusqu'à aujourd'hui d'avoir abrité d'autres Alexandries. D'après moi, cette ville est certainement Alexandrie. Certes, on savait qu'Alexandre le Grand avait fondé environ 70 villes. Mythe ou réalité, toutes ces Alexandries légendaires demeuraient introuvables. Alors, depuis un siècle, des générations d'archéologues sont partis à leur recherche. Alexandrie d'Égypte. On dit que le palais d'Alexandre le Grand se dressait ici avant d'être emporté par la mer. Alexandrie, c'était la ville où se rencontraient l'Orient et l'Occident. Son phare, haut de 135 mètres, l'une des 7 merveilles du monde, était visible à plus de 50 km. Sa bibliothèque fut la première du monde, avec l'équivalent de 30 000 œuvres. Pendant des siècles, Alexandrie fut la porte vers l'Orient légendaire, le centre du monde antique, où affluaient savants et artistes d'Orient et d'Occident. Il y a 2300 ans, un jeune homme a bouleversé la carte du monde. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, a tout juste 22 ans lorsqu'en 334 avant notre ère, il quitte la Grèce à la conquête de l'Asie. Parti de Pella en Macédoine, il soumet la Perse, le plus grand empire de l'époque. Premier grand conquérant de l'histoire, il parcourt l'Asie jusqu'aux confins de l'Inde, en traversant Kaboul et Samarcande, dans un périple sans précédent de 30 000 kilomètres. Partout où il passe, il fonde des villes. En son honneur, elles sont baptisées Alexandrie. Il en aurait édifié 70. On savait par les textes anciens que ces Alexandries mythiques avaient existé. Malgré un siècle de recherche, on n'avait jamais réussi à les localiser. Dès la fin du XIXe siècle, les archéologues européens ont entrepris de vastes campagnes de fouilles en Asie centrale. On a longtemps pensé que ces murs de terre sèche, à Rodjent, au Tadjikistan, sur les bords du Sir Daria, seraient les derniers vestiges d'Alexandria Ultima, le lieu le plus éloigné qu'Alexandre ait jamais atteint. Les habitants de la région, eux, n'ont aucun doute quant au fondateur de la ville. L'armée d'Alexandre a attaqué cette région. Ici, il a édifié une citadelle et une ville. D'après moi, cette ville est certainement Alexandrie. L'histoire de cette ville débute avec Alexandre. Avant, la légende veut que le fils d'Adam ait vécu ici. L'épopée d'Alexandre est restée bien vivante dans la mémoire des habitants de Rodjent, mais aucun site prouvant l'existence de ces Alexandries n'avait été localisé jusque dans les années 60. Les archéologues orientèrent alors leurs recherches vers le nord de l'Afghanistan. Le professeur Paul Bernard faisait partie de l'équipe française qui menait des fouilles dans la région. Au début des années 60, c'est-à-dire après 40 ans de recherche en Afghanistan, avec l'interruption de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, on voyait bien que les Grecs avaient dû être là parce qu'il y avait des témoignages irrécusables, les textes, les monnaies.
Et on n'avait toujours pas réussi à localiser un seul site où on aurait pu avoir la preuve qu'ils avaient construit des monuments, des villes, avec leurs temples, édifices publics, etc. Cette preuve va être administrée en 1961 par l'annonce d'une découverte exceptionnelle qui bouleverse le monde de l'archéologie. Qui plus est, par un personnage inattendu, Mohammed Zahir Shah, alors roi d'Afghanistan. J'étais en train de chasser lorsque j'ai aperçu un morceau de colonne grecque. J'ai été surpris de trouver une telle chose. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là. Mais j'étais très content d'avoir trouvé. Sur le terrain de chasse du roi, les ruines révèlent un site archéologique important, Ay Khanoum. Il se trouve à quelques centaines de kilomètres au nord de Kaboul. La nouvelle de cette formidable découverte est une aubaine pour les archéologues français qui travaillent en Afghanistan. Une équipe de chercheurs est mise sur pied et des fouilles systématiques sont lancées sur le site sous la direction de Paul Bernard. Nous sommes en 1964. C'est-à-dire 3 ans après que la découverte du chapiteau corinthien en question, en 1964, Daniel Schumberger, moi-même, un architecte et quelques autres archéologues français, nous avons été autorisés à nous rendre à Ay Khanoum et à passer quelques jours sur le site pour l'étudier. Lorsque nous sommes arrivés, ce que nous avons vu, c'est un grand site qui fait près de 2 km de long, 1,5 km de large, et dont on voyait bien qu'il avait été habité et construit. Nous avons ramassé de la céramique par terre et cette céramique était tout à fait semblable à la céramique que les Grecs utilisaient dans le bassin méditerranéen. Et même des formes très particulières, ce que l'on appelle les bols mégariens, qui sont des coupes hémisphériques avec un décor de feuillage ou un décor avec des personnages. Et sur certains de ces fragments de céramique de type grec, on a trouvé également des inscriptions gravées à la pointe avec la pointe d'un couteau sur ces vases, probablement des noms grecs, qui étaient les noms des propriétaires de ces vases. Ces noms étaient grecs et ils étaient inscrits en grec. Jamais nos cœurs n'ont battu aussi vite. Les archéologues sont émerveillés par la quantité et la qualité des objets trouvés sur le site. Ils vont leur permettre de se faire une idée du mode de vie des habitants qui ont vécu à Ay Khanoum. Des centaines de pièces de monnaie portent des noms de rois et des inscriptions en grec. Elles ont été frappées à Ay Khanoum même. Cette ville avait été peuplée de colons grecs, ce qui ne veut pas dire que tous les habitants étaient des Grecs, et que ces Grecs qui avaient été là avaient conservé leur langue et leur écriture. On avait donc affaire, il n'y avait aucun doute, avant même que la fouille ne commence, nous avions affaire à une colonie grecque et à une colonie grecque importante vu les dimensions de la ville. Au fur et à mesure de sa progression, Alexandre laissait derrière lui des garnisons dont la mission était de développer les villes qu'il avait fondées. Ces villes grandissaient avec l'arrivée des colons grecs, attirés par les récits fabuleux des anciens soldats revenus au pays. Les trésors de guerre pris aux Perses permettaient de recruter des troupes fraîches qui rejoignaient l'armée en campagne.
Après la mort d'Alexandre, son empire est divisé en 3 royaumes. La Macédoine, l'Égypte des Ptolémées et le royaume séleucide, qui comprend la Bactriane. Elle sera séparée du reste du royaume séleucide au milieu du IIIe siècle avant notre ère par les Parthes, descendus d'Asie centrale, qui occupent la Perse, l'Iran actuel. La Bactriane devient alors un royaume indépendant. Nous avons commencé la fouille après cette exploration préliminaire en 1965. Nous y avons travaillé tous les ans de 3 à 4 mois jusqu'en 1978, donc pendant 14 ans. Nous avons à la fois beaucoup et peu fouillé. Beaucoup parce que ça fait quand même 4 mois par an, peu parce que la ville est immense. On peut considérer que la fouille d'Aït-Khanoum n'a fait que commencer. Elle est subitement arrêtée par la guerre lorsque l'Union soviétique envahit l'Afghanistan en décembre 1979. Le conflit prend une telle ampleur que le professeur Bernard ne peut même plus pénétrer dans le pays. Après le retrait des forces militaires soviétiques, c'est la guerre entre factions afghanes qui retarde son retour. Pendant les années de troubles, parvenaient aux archéologues des informations inquiétantes sur le pillage du site d'Aït-Khanoum. Il faudra attendre la fin 2002 et l'intervention d'une coalition internationale pour que s'achève cette période d'instabilité. Comme au temps d'Alexandre, une puissance étrangère a imposé une apparence de paix entre factions rivales. Après 24 ans d'absence, les archéologues reviennent à Kaboul. Ils se rendent tout d'abord au musée, qui abritait jusqu'au départ de l'armée soviétique les pièces qu'ils avaient ramenées d'Aït-Khanoum. Situé dans la zone de combat, le musée a été pillé pendant la guerre civile. Proie facile pour les pilleurs, les pièces les plus précieuses ont disparu dans les circuits du trafic international d'œuvres d'art. Les milliers de joyaux en or du plus fabuleux des trésors grecs, trouvés par les archéologues russes, se sont volatilisés. Le musée de Kaboul n'est plus qu'un squelette à ciel ouvert. Dans ce désastre, un espoir. Les archéologues apprennent que des conservateurs du musée ont résisté à la folie destructrice de ces années et pris sur eux de protéger une partie de ce patrimoine. Un responsable du ministère de l'Information et de la Culture se souvient des circonstances périlleuses dans lesquelles s'est opéré ce sauvetage. Voici la réserve où nous avons caché les objets du musée pendant la guerre civile. Tandis que nous nous préparions à les transporter ici, il y avait des roquettes et des balles qui volaient dans tous les sens. Elles ont même atteint la pièce dans laquelle nous effectuions les restaurations. Ces cantines contiennent des pièces provenant d'Aït-Khanoum, comme l'indique cette inscription. Emballée à la hâte il y a 8 ans, elle remonte à la lumière.
Ces pièces ont réussi à échapper aux bombardements et au pillage. Les archéologues reconnaissent avec émotion ces 3 gigantesques doigts en marbre retrouvés dans les ruines du temple. Ils avaient découvert cette coupe en albâtre dans les ruines d'une maison. Épurée et sophistiquée, elle était utilisée pour boire du vin. Cette tête d'Hermès, dieu grec de la sagesse et des voleurs, retrouvée dans le gymnasium, a échappé à l'iconoclasme des talibans. Après cet amer constat, les archéologues sont inquiets. Dans quel état se trouve aujourd'hui le site d'Aï-Khanoum ? Il faudrait pouvoir s'y rendre, mais le pays est encore dangereux. Il est impossible d'y arriver en partant de Kaboul. Aï-Khanoum se trouve au nord de l'Afghanistan, près de la frontière avec le Tadjikistan. Pour y parvenir, pas d'autre possibilité que de passer par Dushanbe, capitale du Tadjikistan. La frontière de l'Afghanistan se trouve aujourd'hui à environ 200 km plus au sud. À l'époque d'Alexandre, cette région marquait l'extrémité nord-est des empires perses, séleucides et gréco-bactriens. Autrefois, les Grecs avaient lancé ici de vastes travaux d'irrigation. Ils avaient transformé ces steppes brûlées par le soleil et balayées par le vent glacial en de riches terres agricoles. Elles étaient traversées par les caravanes qui ont relié la Méditerranée à la Chine jusqu'au début du XXe siècle. Ces territoires constituaient la dernière étape avant d'attaquer les cols enneigés des plus hautes montagnes du monde, derrière lesquelles commençait l'Empire chinois. L'immense Amou Daria, Oxus pour les anciens, était l'une des principales voies de communication d'Asie centrale. Dans l'Antiquité, c'est ici que les caravaniers attendaient pour s'embarquer sur des radeaux qui flottaient sur des outres de peau de bête. Un flot d'embarcations se croisait sur le fleuve. On disait qu'ils charriaient de l'or. De nos jours, son faible trafic s'explique par l'insécurité qui plane encore sur la région. Passé la frontière afghane, Aï-Khanoum ne se trouve plus qu'à quelques kilomètres de pistes qu'on parcourt au milieu de paysages désolés, mis à mal par la guerre civile. C'est ici que s'était établie la ligne de feu entre les talibans et l'Alliance du Nord. Le site d'Aï-Khanoum se trouve juste derrière cette colline. Dans cette plaine qui borde le fleuve, les archéologues découvrent qu'il ne reste plus grand-chose de ce qu'ils ont connu de l'antique cité grecque. Ces cavités sont l'œuvre des bandes armées qui contrôlent la région. Elles sont juste assez grandes pour que s'y glisse un homme.
Les pillards sont passés par là. Au passage, ils ont détruit d'innombrables pièces d'une valeur archéologique inestimable. Sur ce site qui fut si riche, ne reste plus que quelques rares pièces sans valeur marchande. De retour à Paris, Paul Bernard et l'architecte Guy Lecuyot décident de reconstituer virtuellement Aïranoum. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est pareil, quand on voit les rodents, là, par exemple, ces rodents-là. Mais même, de toute manière, c'est curieux qu'il n'y ait pas... En 14 années de fouilles, ils ont accumulé des milliers d'observations, de relevés, de photographies, autant de matériaux nécessaires pour faire revivre l'antique cité et permettre de comprendre comment vivaient ses habitants. Ils constatent qu'il y a des similitudes entre Aïranoum et certaines villes grecques. Par exemple, le choix d'un lieu élevé pour l'édifier. Aïranoum présente toutefois la particularité d'avoir été construite à la fois sur les berges et à la jonction de deux fleuves, l'Amou Daria au nord et son affluent, le Kocha, vers l'ouest. Cette situation privilégiée, qui n'est certainement pas due au hasard, place la ville au carrefour des principales routes d'Asie centrale. Les vestiges d'un gymnasium ont été mis à jour au bord du fleuve. Ce vaste espace était un stade. Une porte centrale s'ouvrait sur la cour intérieure d'une école. Les salles de classe étaient distribuées autour de cette cour. La statue d'un dieu grec trônait au centre de la colonnade intérieure. Il s'agit d'Hermès, dieu de la sagesse et du commerce. Il délivrait aux mortels les messages des dieux. Sous cette statue, connaissance et sagesse étaient enseignées aux enfants. Une épigraphe gravée sur la base d'un socle de statue était exposée au centre de la ville. Copié par Cléarque, élève d'Aristote, ce texte était la réplique de celui gravé au sanctuaire de Delphes. Les dernières maximes qui ont été gravées sur la base, à droite de la dédicace de Cléarque, sont parmi les plus belles. Elles définissent les vertus cardinales, c'est-à-dire principales, que l'homme grec doit avoir aux différents âges de sa vie. Alors, elles disent ceci: enfant, quand tu es enfant, apprends les bonnes manières. Quand tu es adolescent, contrôle tes passions. Quand tu es un homme mûr, sois un homme de justice. Quand tu es vieillard, sois de bons conseils. Et quand tu meurs, meurs sans regret. Autour d'une fontaine de facture hellénistique se rencontraient les habitants d'Aïranoum. L'eau jaillissait de ce masque figurant un personnage de la comédie grecque. Sur un des flancs de la colline dont il épouse la pente naturelle, un amphithéâtre.
mot qui signifie « voir des deux côtés ». Les spectacles, tragédies, comédies étaient la principale distraction des habitants d'Aïranoum. Le répertoire comprenait les comédies d'Aristophane, des tragédies de Sophocle et d'Euripide. Elles étaient interprétées par des troupes locales et surtout par celles venues de la lointaine Méditerranée. Nous sommes à 5000 km de la Grèce. La cité, où vivent 6000 Grecs, est entourée de murs de 12 mètres de haut, élevés pour résister aux attaques des tribus nomades d'Asie centrale comme les Sas et les Yuchés. Franchir l'entrée de la ville, c'est pénétrer dans un univers grec. Aïranoum avait été coupé du monde méditerranéen depuis le milieu du IIIe siècle avant notre ère. Les colons grecs y cohabitaient avec des peuples d'Asie centrale, bactriens, scythes, sogdiens, tochariens. Responsable de cette séparation de la Bactriane avec le royaume séleucide, une tribu iranienne venue du nord, les Parthes, qui occupent le plateau iranien. Les rois gréco-bactriens ne vont pas manquer de tirer parti de la situation. Je crois, c'est à partir d'environ 250, quand les colons grecs de la Bactriane se proclament indépendants contre le pouvoir central grec et romain des Séleucides. Ça, à ce moment-là, il y a une sorte d'héritage grec local qui hisse la tête. C'est les Grecs déracinés de la Bactriane font tout pour préserver la culture grecque. C'est en Bactriane qu'est né un art grec d'Orient. Au centre de la ville se dressait le monumental palais des rois gréco-bactriens. Le bâtiment carré de 200 mètres de côté était entouré de 160 colonnes en triple rangée, hautes de 10 mètres et couronnées de chapiteaux corinthiens. Un tel faste architectural au profit de monarques était en contradiction avec le concept grec de démocratie. Quand vous voulez avoir un palais, il faut bien vous adresser à des plans orientaux, puisque les Grecs n'avaient pas de palais, puisqu'ils n'avaient pas de royauté, au moins jusqu'à l'époque hellénistique. C'est-à-dire, quand Aïranoum a été fondé, hormis en Macédoine, il n'y avait pas de royauté en Grèce. En plus, les palais des rois macédoniens, leur plan est celui de maisons privées agrandies. Le palais d'Aïranoum, dans son ensemble, dans son organisation d'ensemble, évoque à certains moments de très près le palais de Darius à Suse. Suse, capitale de l'Empire perse fondée par Cyrus le Grand au milieu du VIe siècle avant notre ère. Aïkanoum était proche de Persépolis, ville phare de la culture perse, beaucoup plus qu'elle ne l'était de la civilisation méditerranéenne. L'influence perse s'est étendue pendant 2 siècles de l'Égypte à l'Indus.
La fascination de la culture perse ne s'exerçait pas seulement en Bactriane à travers l'architecture. Elle inspirait son système monarchique absolu, ses structures fortement hiérarchisées, son administration très centralisée. La noblesse grecque de la Bactriane était allée jusqu'à endosser les habits de la noblesse perse. Cette différenciation sociale des différentes classes, standing social dans la société coloniale, c'est un fait qui est général à toutes les sociétés coloniales, mais qu'on voit très bien justement aussi dans la société gréco-bactrienne. Les habitants avaient adopté un mode de gouvernement à l'oriental, c'est-à-dire qu'ils avaient un roi et une aristocratie principalement formée de colons grecs. Les monarques étaient facilement accessibles au peuple, contrairement aux usages de la cour perse, raison pour laquelle l'enceinte du palais était la partie la plus fréquentée de la ville. Les souverains grecs administraient une population de paysans, d'artisans et de commerçants de toutes les ethnies qui constituaient la ville. Dans cette grande pièce carrée se rassemblaient les ambassadeurs des différents pays d'Eurasie. Des messagers et des voyageurs apportaient des œuvres d'art sorties des ateliers d'Alexandrie et d'Antioche. De la péninsule arabique arrivait l'encens, d'Inde et de Chine des pierres précieuses, des parfums et des soieries. Un dédale de couloirs desservait les pièces réservées aux fonctionnaires de l'administration. Il s'étendait jusqu'à une salle d'audience royale, ornée de modelages en stuc fabriqués à Alexandrie. L'architecture intérieure du palais répondait à une certaine conception de la société, tout comme celle des habitations privées. Ce que nous savons, c'est que ce plan très particulier des maisons aristocratiques, alors on voit très bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une hiérarchie familiale beaucoup plus stricte. C'est une sorte de patriarcat. Le maître de maison, n'est-ce pas, on lui réserve, la maison est construite autour de sa personne. On lui réserve la cour de la maison, on le met au centre de la maison, voilà, il est mis en exergue. Construite en pierre sèche, selon la coutume locale, les maisons d'Aïkanoum n'étaient pas organisées comme en Grèce autour d'un atrium où maîtres et domestiques circulaient librement. Cependant, comme les maisons grecques, elles étaient pourvues de salles de bain ornées de mosaïques et de dallages de pierre. Et on a l'impression qu'on a affaire un petit peu à des gens qui étaient attachés à leur tradition grecque, mais qui vivaient un petit peu à l'oriental et donc qui avaient aménagé leurs espaces de vie en rapport avec leurs habitudes. On peut imaginer une domesticité nombreuse, avec donc ces circulations qui permettaient de bien séparer les parties réception, les parties service, les parties de la vie intime. En réalité, les maisons d'Aïkanoum étaient à la rencontre de l'architecture grecque et de l'architecture perse. Les archéologues ont mis à jour des édifices présentant des caractéristiques d'une autre influence. Bâtis sur une plateforme en marche d'escalier, ils rappellent les temples de Babylone. Les temples, effectivement, sont très surprenants à Aïkanoum et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je pensais que j'allais trouver des monuments grecs. Une ville grecque au fin fond de l'Asie centrale, on s'attend à trouver des monuments grecs et maintenant les temples ne sont pas du tout grecs. On a sur leur façade des redans, on n'a pas du tout de colonnades et de frontons triangulaires. Et les trois principaux temples qui ont été fouillés
sont plutôt, même complètement d'inspiration orientale. On a un podium sur la ville haute, qui est une espèce de terrasse à degrés. Bon, le temple principal, lui, bon, je vous dis, a une façade en redans, et il y a un temple hors les murs aussi qui reprend la même architecture. Là où les archéologues s'attendaient à trouver des statues de divinités grecques, ils ont découvert des modelages en terre cuite d'origine centra-asiatique et des représentations de Cybèle, divinité mésopotamienne et syrienne. Mais ce pied gauche géant d'une statue de marbre de la plus importante divinité de la ville semble d'une facture si différente qu'elle va intriguer les chercheurs. Sur sa sandale est dessinée la foudre, représentation largement utilisée dans l'iconographie hellénique. C'est l'attribut principal de Zeus, le père des dieux de l'Olympe. Il pourrait donc s'agir d'une statue le représentant. À partir de ce fragment, la statue a été reconstituée à l'aide d'un scanner. Le pied entier devait mesurer 28 cm de long et 21 de large. Ces données permettent de déterminer les dimensions de la statue. Il faut partir de la taille des fragments. Ils indiquent que la statue avait 2 ou 3 fois la taille normale d'un homme. Il faut donc faire la multiplication et nous constatons alors qu'il n'y a pas la place pour une statue debout. Le personnage ne peut donc être qu'assis. On a retrouvé dans la région des pièces de monnaie sur lesquelles figure un personnage semblable au dieu d'Aïranoum. Il s'agit bien d'un Zeus assis. Toutefois, sa tête est entourée de rayons de lumière qui ne figurent pas sur les représentations habituelles de Zeus. Ces rayons de lumière appartiennent aux représentations des divinités mésopotamiennes et iraniennes de l'époque. Dans les ruines de Nemrudda, en Turquie du Sud-Est, se trouvent des statues de Mitra, dieu perse à la tête couronnée de lumière. Le dieu d'Aïranoum, le Zeus porteur de foudre, était aussi doté des rayons de lumière de Mitra. Ces deux attributs indiquent clairement une volonté d'assimilation à Mitra, le dieu solaire, le dieu du lien social. Une statue qui, dans probablement la quasi-totalité de ses traits, voire la totalité, était celle d'un Zeus, que les Grecs reconnaissaient sans difficulté comme un Zeus, mais dans laquelle, très vraisemblablement, les fidèles appartenant à la population locale reconnaissaient leur propre dieu Mitra. Le temple d'Aïranoum accueillait donc la statue d'un dieu grec, mais pourvu des attributs d'un dieu perse. Les Grecs, en matière de croyances religieuses,
étaient tout à fait tolérants. Et ça a dû être l'une des raisons pour lesquelles leur présence a été acceptée. N'ont pas du tout essayé d'imposer leur propre divinité. Ils ont construit des édifices pour adorer leur Dieu à eux, et spontanément, les populations locales, je dirais, transcrivaient dans leur langue religieuse ces divinités grecques, et vice-versa. Ainsi, au Pendjab, Héliodore de Taxila, ambassadeur du roi gréco-bactrien Antialkidas, avait offert un pilier vishnouite à la divinité hindoue. Aïranoum a livré ses secrets. Une Alexandrie, lieu de rencontre entre les cultures grecques, perses et indiennes, telle qu'Alexandre en avait rêvé. Les archéologues sont informés que des pièces volées sur le site d'Aïkanoum sont mises en vente au bazar de Kaboul. Elles seront récupérées par le professeur Osmoun Bopearachi. Selon lui, ces pièces de monnaie grecque, ainsi qu'un important lot de pièces indiennes et cette pique de bronze que les cornacs indiens utilisaient pour guider les éléphants, rappellent que la cité avait des relations non seulement avec les Perses et le monde de la Méditerranée, mais aussi avec l'Inde. Aïkanoum, ça reliait la route de la soie jusqu'en Chine, donc c'est la route terrestre, et ensuite donc ils passent par Bactre jusqu'à l'Asie centrale chinoise. Et en plus, il faut imaginer la route maritime partant d'Égypte à travers la mer Rouge, en arrivée jusqu'à l'Indus. Des bijoux provenant d'Aïkanoum et récemment retrouvés vont à l'appui de cette thèse. Sur ces pendentifs, le rubis provenait de Birmanie, la perle était pêchée dans le golfe Persique, le lapis lazuli était extrait en Bactriane, le corail, quant à lui, venait de Méditerranée. Les chroniques chinoises rapportent que des voyageurs sont arrivés en Bactriane au milieu du IIe siècle avant notre ère. Les caravanes qui reliaient la Chine à la Méditerranée et l'Inde à l'Ukraine convergeaient vers Aïkanoum, carrefour entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Elles emportaient avec elles non seulement les marchands, mais aussi des moines bouddhistes, des philosophes et des artistes grecs. La ville voyait se croiser ces voyageurs qui, venus de toute l'Eurasie, empruntaient la route de la soie. C'est à la faveur de ces rencontres qu'a émergé une nouvelle civilisation, la civilisation gréco-bactrienne. Elle s'est propagée en Asie dans les villes édifiées dans le sillage des armées d'Alexandre le Grand. Aïkanoum n'était que l'une d'elles, mais sans doute la plus prospère. L'irruption, en 145 avant notre ère, de nomades venus du nord sonne le glas de cet âge d'or. La violence de l'invasion, la brutalité des cavaliers des steppes n'annoncent pas pour autant l'anéantissement de la ville. En moins de 2 siècles,
les envahisseurs se fondent dans le moule de la civilisation gréco-bactrienne, à l'image de la monnaie grecque qu'ils se sont appropriée en la frappant à l'effigie de leur roi. Le destin d'Aïranoum illustre cette règle de l'histoire selon laquelle les nomades adoptent toujours la civilisation des sédentaires. Elle ne saurait faire oublier que c'est en Bactriane, il y a 2200 ans, qu'eut lieu la première rencontre entre l'Orient et l'Occident.